Bienvenue dans Entre deux obstacles, le podcast qui vous emmène au cœur du monde équestre. Je suis Alice, passionnée d'équitation et cavalière ayant renoué avec sa passion après 20 ans d'arrêt. À travers ce podcast, je partage avec vous mes découvertes, mes apprentissages, mes rencontres et mes réflexions autour de l'univers du cheval. Que vous soyez cavalier débutant, confirmé ou simplement curieux, j'espère que ces échanges vous inspireront. Allez, en selle, c'est parti pour un nouvel épisode d'Entre deux obstacles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux obstacles, le podcast où l'on explore le monde équestre à travers ceux qui le font vivre. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Marchand, moniteur d'équitation spécialisé en équitation éthologique. Ensemble, nous allons explorer cette approche qui vise à mieux comprendre et à mieux communiquer avec nos chevaux. Bonjour Nicolas, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ton parcours dans le monde équestre ? Alors, je suis moniteur d'équitation, spécialisé en équitation éthologique. J'ai commencé à monter à l'âge de 8 ans à Sarreguemines. Je suis de Sarreguemines, donc de Moselle. J'ai commencé à monter dans le centre équestre familial du mari de ma tante. Et donc, j'étais rapidement baigné dedans, à sortir les chevaux, les poneys, à monter en cours, mais aussi à travailler à l'écurie et donner des coups de main, particulièrement avec les jeunes poneys, avec les jeunes chevaux pour les mettre en route. Et c'est vraiment ça qui m'a plu tout de suite, de m'occuper des jeunes chevaux. J'ai beaucoup aimé ça. Après ça, j'ai fait pas mal de CSO. J'ai fait la formation en 2002, en partie à l'école d'équitation, Marc Sechplin, et où j'ai travaillé après de 2004 à 2007 pour, revenir en tant que salarié, chez Esther, développer un peu une partie équitation éthologique et développer toute la partie, bien-être et travailler un peu sur ce qui va être l'avenir de l'équitation pour nous. C'est-à-dire vraiment à mettre le cheval au cœur du processus en priorité, et que les cavaliers soient vraiment pleinement conscients des besoins physiologiques et autres des chevaux. Et donc voilà, Esther a plein d'idées, on a échangé sur beaucoup de choses, on a mis les cours d'équitation éthologique en place cet été pour que les gens puissent découvrir un petit peu. À partir de la rentrée, on va essayer de mettre plus de cours d'équitation éthologique en place. Une partie à pied, une partie à découvrir l'équitation un petit peu montée. Donc voilà, ça c'est le programme pour la rentrée. Super. Et aujourd'hui, donc, le thème de notre échange, c'est l'équitation éthologique. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une définition de l'équitation éthologique comparée à l'éthologie pour qu'on puisse vraiment voir la différence entre les deux ? Alors, si on décortique vraiment le terme, équitation éthologique, tu as la partie éthologie, qui veut dire l'étude du comportement des animaux. Donc c'est même pas d'ailleurs éthologie, c'est même pas forcément, ciblé sur les chevaux, ça peut être sur n'importe quelle espèce animale. L'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement d'un animal. Donc l'équitation éthologique, ça veut vraiment dire l'équitation qu'on fait, grâce à des connaissances scientifiques de l'animal. Donc voilà, donc faut bien faire la nuance entre, équitation éthologique et éthologie. Je suis pas éthologue, j'ai pas fait des études, de scientifiques, à étudier le comportement de certains animaux. Moi, je fais de l'équitation éthologique, donc il y a cette nuance-là. C'est vrai qu'on dit beaucoup quand on en parle comme ça, par exemple au club, que... Il y a le cours d'étho, ouais, voilà. Mais on devrait dire dans ce cas-là vraiment le cours d'équitation éthologique pour vraiment être complet, parce qu'il y a la différence entre la science, l'éthologie, et donc l'application de cette science à l'équitation en fait. Ouais, et pour l'histoire, du coup, l'équitation éthologique, c'est la manière qu'ils ont trouvé de traduire en France, tout ce qui est horsemanship qui vient des États-Unis, où le horsemanship, ça a vraiment été fait par les cow-boys qui se sont rendus compte que les méthodes étaient beaucoup plus empiriques, c'était beaucoup plus on va débourrer des chevaux sauvages, rapidement pour les mettre au travail, pour travailler dans les fermes et tout. Il y a certains cow-boys, il y a des années déjà, qui se sont dit: «Attends, je me suis cassé 40 fois le bras, il y en a un peu marre», tu vois? Et puis, le cheval il comprend rien non plus, c'est pas forcément sympa comme méthode de dire: «Hop, hop, hop, on se dépêche», qui ont commencé à se servir de leur cerveau et à, à réfléchir un petit peu façon cheval, et donc à trouver des méthodes d'éducation qui correspondaient mieux. OK. Et donc c'est pour ça qu'ils ont ramené ça en France, et c'est là que ça a un petit peu grincé des dents, parce que les Européens, qui ont quand même une culture équestre qui est bien différente de la culture des cow-boys, qui était vraiment une culture, assez fraîche et puis vraiment adaptée aux chevaux sauvages et compagnie. Du coup, ils sont arrivés, ils sont fait depuis Xénophon, il y a des traités sur l'équitation en Europe, c'est pas maintenant que vous allez débarquer avec, le horsemanship qui est révolutionnaire. Nous, ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur l'éducation des chevaux et tout ça.
Et du coup, en France, ils ont rajouté cette notion d'éthologie. On va rajouter une partie scientifique dans le truc. Alors, ça s'est développé à la Sens avec l'arrivée de plusieurs, horsemen qui sont arrivés, qui ont voulu développer la méthode américaine un peu, grâce à William Kriegel qui voulait développer ça plus en France. Et donc c'est la fédération qui a trouvé un peu ce terme de dire: «On va rajouter une partie scientifique dans le truc». Donc quand ils ont ramené ça en Europe, la fédé a insisté pour ajouter cette partie, connaissance scientifique. Et du coup, il y a vraiment une partie qui est développée avec des éthologues qui interviennent, notamment tout ce qui est notion d'apprentissage, qui est hyper intéressant. On appréhende un petit peu les manières dont les chevaux apprennent. Voilà, le fait que tout ce qui est différentes parties du cerveau, alors j'ai pas retenu vraiment dans les détails, mais toutes les parties du cerveau qui travaillent sur la partie, reptilienne, réflexe ou ouais, ça c'est hyper intéressant. Et puis alors, bah, les Américains qui ont débarqué en version bon, si on doit rajouter des connaissances scientifiques, c'est pas forcément ce que nous on fait, ce que nous on faisait. Et ça a donné un espèce de petit mélange qui est vraiment sympa et surtout qui est difficile à contredire parce que quand on te dit: «Ouais, mais moi je fais pas comme ça», tu te dis: «Oui, mais attends». Il y a des débats des fois un petit peu stériles sur: «Oui, non, mais là, faut être un peu plus dur, là, faut être un peu moins dur, là, ton cheval, il se moque de toi et tout». Quand tu discutes avec certains professionnels, que tu dis: «Bah non, il se moque pas de toi, il est gentil, bah non, il est méchant, mais non, il est machin». Quand tu arrives avec une connaissance scientifique en version, le cheval n'a la partie du cortex préfrontal qui est pas développée, donc il peut pas se mettre à ta place, donc il est pas capable de simuler quelque chose. Bah là, forcément, tu rouvres le dialogue parce que ton argument, il est, Le scientifique. ouais, il est scientifique donc ouais, ouais. OK, super. Et comment est-ce que, tu as vraiment découvert l'équitation éthologique? Est-ce que c'est par le biais du coup, des jeunes chevaux par lesquels tu t'occupais? Ça t'a donné l'envie de te renseigner peut-être sur comment mieux, on va dire, les travailler pour les aider, dans leur progrès, pour grandir? Comment est-ce que tu en es venu justement à ce côté équitation éthologique? Ouais, alors du coup, dans mon métier, ce qui me plaît particulièrement, je me rends compte de plus en plus, c'est que c'est tout ce qui est notion d'apprentissage. Du coup, que ce soit l'évolution des chevaux comme des cavaliers. Où je m'intéresse particulièrement à la pédagogie aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait une carrière que de cavalier ou que je me suis pas orienté vers une partie plus sportive ou autre. Heu, J'aime vraiment bien tout ce qui est évolution en fait, se remettre un petit peu en question, tout ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon ADN en fait. Et travailler avec les jeunes chevaux, ça a vraiment été la base pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé ça quand on a fait ça quand j'étais petit. Et après il y a eu un petit peu un certain conflit entre les anciens cavaliers européens qui disaient: «Mais nous, on a toujours fait de l'éthologie» entre guillemets, et puis les nouveaux qui débarquaient avec: «Nous, on a une nouvelle méthode, ça vient des États-Unis, c'est vachement moderne, vous êtes des anciens, vous maltraitez les chevaux» et tout ça. Hem, donc il y avait un petit peu un conflit entre les 2. Puis du coup, moi, je me retrouvais un petit peu du côté de ceux qui étaient, ancienne génération, qui venaient plutôt du côté militaire, qui venaient plutôt de Saumur et qui disaient: «On est des vrais hommes de chevaux, on sait s'occuper des chevaux depuis toujours, évidemment que, on arrive à embarquer un cheval dans un vent, qu'on a des méthodes pour ça, que évidemment qu'on sait, travailler un jeune cheval, élever un jeune cheval et tout». Du coup, pendant un petit moment, j'ai regardé ça avec un peu de, ouais, du côté CSO et du côté équitation classique européenne, comme ça, on regardait ça avec un petit peu de réticence en version: «C'est quoi ces nouveaux qui débarquent, qui ont l'intention de nous apprendre que ce que nous on faisait, c'est pas bien?» Et après, bon, il y a, au fur et à mesure du temps, ça a quand même évolué, les conversations se sont un peu ouvertes. C'est encore pas complètement fluide entre plusieurs milieux dans le milieu même de l'équitation, mais mais ça se fluidifie de plus en plus quand même. On a des échanges qui sont de plus en plus intéressants. Moi, j'ai démarré un peu, les formations. Je me suis intéressé à l'équitation éthologique au fur et à mesure en voyant les vidéos d'Andy Booth, les vidéos de la Sens, et tout ça. Et bah, toujours dans la recherche d'évolution et d'apprentissage. Je me suis un peu renseigné là-dessus, j'étais à la Sens, j'ai fait, des stages au début pour découvrir un petit peu pour moi-même ce que c'était, comment ça fonctionnait tout ça, essayer de me remettre un petit peu en question. Et ça m'a vraiment beaucoup plu donc j'ai accroché, j'ai continué, j'ai passé les savoirs éthos et les brevets fédéraux d'encadrement d'équitation éthologique.
Donc, donc là, j'ai 2 diplômes qui me permettent de valider tous les savoirs éthologiques au cavalier. Donc les savoirs éthologiques, ça correspond un peu au galop en version savoir éthologique. Heu, le programme, il peut s'adapter. Alors il est prévu pour les cavaliers, moi je trouve qu'il s'adapte aussi bien aux chevaux. C'est-à-dire que en rentrant, j'ai refait quelques débourrages avec des jeunes chevaux et voilà, il suffit de suivre la méthode, de dérouler la méthode et on peut avoir un cheval qui va aller de même avant le débourrage, tu vois, de son éducation, en tant que poulain jusqu'à vraiment, alors aux États-Unis, ils appellent ça la finesse après. Quand tu vas développer vraiment, ta discipline, alors ça peut être de l'obstacle, ça peut être du dressage, ça peut être d'autres disciplines, mais la méthode en équitation éthologique qui est faite, elle est vraiment faite pour t'accompagner et accompagner les chevaux avec des connaissances scientifiques jusqu'à évoluer, enfin à la fin, c'est très ouvert, donc tu peux évoluer dans la direction qui te plaît avec ton cheval en affinant de plus en plus les codes que tu as mis en place et que tu as développés jusque-là. Et donc c'est vraiment quelque chose qui maintenant est encadré avec les savoirs comme on a les galops en équitation classique et qui est, du coup reconnu par la fédération? Ouais, ouais. Alors, du coup, il y a encore un peu une séparation entre les galops et les savoirs. Quelque part, pour moi, d'un côté, ce serait bien que les 2 fusionnent à l'arrivée et ils ont rajouté pas mal de notions d'apprentissage, d'équitation, enfin, de notions un peu éthologiques dans les galops aussi, les dernières années. Il y a quand même ces diplômes de savoir qui sont à côté, qui sont intéressants aussi parce que tu commences à pied alors que les galops, c'est tout de suite, c'est des diplômes de cavalier, les galops, vraiment. Donc, il y a cette nuance-là qui est faite et qui est hyper intéressante entre un diplôme de cavalier et un diplôme, d'homme de cheval. Aux États-Unis, ils appellent ça horsemanship, mais ici, c'est pareil, on a toujours parlé de vrais hommes de chevaux ou qui est d'ailleurs un peu sexiste, mais bon, voilà. Et donc au niveau des galops, on a 7 galops plus 2 après pour les personnes qui veulent vraiment aller très loin dans les connaissances et qui veulent devenir, professionnels. Au niveau des savoirs, comment ça se passe? Combien il y en a? Est-ce que le travail commence peut-être, à pied, finit à cheval? Comment est-ce qu'on évolue au niveau de ces niveaux? Alors dans les savoirs, il y a 5 savoirs. Le un et le 2 sont les savoirs à pied, uniquement à pied. Donc c'est, aborder le cheval et commencer à manipuler un petit peu le cheval à pied. Le savoir 3, c'est le début du travail monté. Donc un savoir 3, ça correspond à peu près, à un cheval qui a un le savoir un 2 3, ça correspond un peu à un débourrage, en fait. Tu vois, c'est les notions de base pour le travail à pied et monté. Le savoir 4, ça va être, à distance, tout ce qui est travail à pied, mais avec plus grande distance, donc sur une grande longe et le début du travail en liberté. Le savoir 5, ça va être l'équitation montée, où on va rentrer un petit peu plus dans les détails et dans les principes d'apprentissage et développer, chacun sa discipline. Après, ça peut être obstacle, dressage, mais vraiment en appliquant les principes d'apprentissage et tout le reste des connaissances scientifiques qu'on a mobilisées jusque-là dans les savoirs. Et donc en fait, si je comprends bien, les savoirs, c'est un peu un diplôme qui s'applique et au cavalier et au cheval, vu qu'on peut utiliser, d'après ce que tu nous expliquais, on peut utiliser savoir un 2 3 pour, débourrer un cheval. Ouais, ouais. C'est écrit et rédigé pour les cavaliers, c'est des diplômes de cavalier, d'homme de cheval, mais c'est un programme qui peut être suivi vraiment, avec un jeune cheval de j'allais dire du débourrage, mais même pas justement, commencer avant, à partir de quasiment la naissance, même la naissance jusqu'à sa carrière sportive après ou enfin en tout cas jusqu'à sa carrière, quoi. Comment on diffère vraiment l'équitation classique qu'on va avoir, tout le temps? Par exemple, les cours qu'on a dits d'équitation classique, ce qu'on va faire, la mise en selle, du saut, des cours d'équitation éthologique. Est-ce que, l'équitation éthologique, c'est toujours à pied? Est-ce que ça commence à pied? Est-ce que petit à petit, après, on passe sur une équitation éthologique à cheval, peut-être selon les savoirs? Ouais, alors, bon là, mon interprétation perso, du coup, tu vois, c'est ce que je te disais par rapport au galop et au savoir. Pour moi, personnellement, je trouve que ce serait bien qu'à un moment les 2 fusionnent. Là, c'est pareil, on a mis des cours de travail, de travail d'équitation éthologique, donc ils sont à pied pour cette année. Après, ce sera l'évolution dans les savoirs éthos, c'est, le savoir 3, c'est à cheval. Donc le savoir 3, ça correspond aux premières étapes que tu fais, avec un cheval monté, c'est-à-dire le montoir,
mobiliser un petit peu les épaules, mobiliser les hanches, monter, histoire d'avoir le contrôle des pieds, commencer à mettre ton cheval un petit peu en route aux 3 allures. Donc c'est difficile dans le modèle qu'on a actuellement de dire aux gens, «OK, aujourd'hui, le cours, ben, personne ne va monter dessus», parce que les gens puis on a cette idée que les gens, ils sont venus et qu'ils ont payé pour monter, donc ils vont vouloir passer du temps à cheval. Donc là, on a encore séparé la partie équitation éthologique des cours classiques comme ils étaient faits avant. Moi, pour moi, on verra comment ça évolue, mais ce serait intéressant que ça fusionne, en fait, à un moment. Alors, voilà, il y en a qui vont peut-être plutôt être CSO ou autre ou quoi, mais quand même, dans l'idée, ce serait intéressant que tout le monde enfin, je trouve ça intéressant et important que tout le monde ait des notions un petit peu de travail à pied, quoi. Et donc, comment toi maintenant, que tu as eu cette formation, tu as fait des stages, tu as les diplômes, heu, d'équitation éthologique, comment est-ce que tu intègres ça dans tes cours de tous les jours? Est-ce que ta façon d'enseigner a changé? Est-ce que, tu as une approche différente vis-à-vis peut-être du saut ou du dressage? Comment est-ce que ça influence ta manière d'apprendre l'équitation aux gens? J'ai pas transformé ma manière d'enseigner. Par contre, ça m'a apporté pas mal de choses, notamment au niveau des termes techniques qui me permettent de faire passer plus d'infos aux cavaliers de manière un petit peu plus claire. Hem, comme notamment la notion de timing ou, la notion de renforcement positif ou négatif. Ça, je trouve que souvent les cavaliers, ça leur parle plus quand je leur dis, bah, voilà: «Ton cheval va apprendre au moment où tu enlèves la pression». Ou avant, j'avais tendance à dire: «OK, ben, continue à faire ça» et les gens se rendaient pas forcément compte que le moment où ils arrêtaient, par exemple, c'était hyper important. Voilà, parler de renforcement négatif, les gens captent un petit peu plus. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, j'ai vraiment hem, une approche, différente. C'est-à-dire que je fais commencer les gens à pied et ça, c'est intéressant parce qu'on voit déjà que dans leur manière de communiquer, à pied et de manière non verbale avec leurs chevaux, les gens sont pas toujours très clairs dans le message qu'ils essayent de faire passer. Donc, quand ils ont déjà à gérer leur propre corps et qu'ils sont pas toujours au clair avec leur propre corps, tu dis qu'après, quand ils ont à gérer en plus leur corps et le corps de leurs chevaux quand ils sont dessus, ça peut être un peu compliqué. Donc ça, ouais, je trouve que commencer à pied, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et puis finalement, les cavaliers de club, par exemple, ils n'avaient pas l'occasion de beaucoup voir les chevaux fonctionner. Donc de redescendre à pied et de voir, par exemple, un déplacement de hanche ou un déplacement d'épaule, tu vois vraiment le mécanisme. Ça te permet de vraiment comprendre le geste que tu vas demander à ton cheval de faire, de le voir de manière différente. Et du coup, après, quand tu vas être dessus, ça va être aussi plus simple de sentir parce que tu vas un petit peu mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors qu'avant, c'est vrai que les gens arrivaient, surtout en club, arrivaient pour monter dessus donc Bah, c'est vrai que pour avoir fait, plusieurs séances avec toi depuis le début de l'été en travail à pied, on se dit: «Ah bah non, mais c'est bon, déplacer les hanches, déplacer les épaules, je sais faire». Oui. Et c'est vrai qu'en étant à côté de son cheval, de le voir différemment aussi, parce que c'est un autre point de vue, on n'est pas au-dessus, on est à côté, on le perçoit différemment, on découvre enfin moi j'ai beaucoup appris aussi, grâce à ces séances à pied parce que, on voit les choses différemment et on se rend compte de choses aussi, par exemple, quand tu es à cheval, bah, tu te rends pas forcément compte que ta pression elle est pas exactement au bon endroit, alors que quand tu es à côté du flanc du cheval, tu sais que c'est, juste devant toi et pas 15 centimètres derrière ou 15 centimètres devant. Et donc effectivement, le fait d'être à pied permet après à cheval d'intégrer plus facilement certaines données et informations que le cheval nous transmet, mais dont on se rendait pas forcément compte. oui et puis il y a la notion de timing aussi. On va commencer par des exercices assez lents, donc ça permet vraiment de demander aux cavaliers et aux chevaux d'être hyper précis. Et puis les cavaliers voient bien à quel moment le pied se lève, à quel moment le pied se pose, heu et même encore là, même en le voyant, souvent je suis obligé d'intervenir en version: «Ah, tu t'arrêtes trop tard, ah oui, oui, j'avais mal observé, j'avais pas réalisé le truc». Et du coup, après, tu peux mettre les choses en action un petit peu plus rapidement, mais en essayant de garder cette précision, de demander au bon moment, d'augmenter la pression au bon moment. Et ouais, le fait de le voir, c'est intéressant. Et après, quand tu es à cheval, tu te dis un peu plus facilement: «Ah oui, OK, là, mon timing, il est pas précis, là, j'ai demandé un peu trop longtemps, là, j'ai relâché, là, j'ai lâché un peu trop tôt ou un peu trop tard». Et donc ça, c'est un côté, ouais, vraiment un peu microscope comme ça sur, ce que tu dois faire qui est sympa, ouais, j'aime bien. Et tu parlais tout à l'heure de renforcement positif, renforcement négatif. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être la différence entre les deux? Le renforcement négatif, en fait, c'est,
la manière la plus importante dont le cheval apprend pratiquement, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire quasiment tout le temps sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va appliquer une pression et au moment où le cheval adapte un comportement, on va enlever la pression. Donc c'est le fait d'enlever la pression qui permet au cheval de comprendre que c'est ça la bonne réponse comportementale qu'on attendait de lui. Et c'est ça qui va lui permettre d'adapter son comportement. Donc c'est une bonne chose, mais ça permet aussi aux cavaliers de se rendre compte que, de temps en temps, malgré eux, ils vont faire un apprentissage qu'ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire que quand on a tendance à presser les jambes pour demander au cheval d'avancer et que le cheval avance, qu'on continue à presser les jambes, bah, si t'as pas arrêté, t'as pas fait un renforcement négatif, tu as fait une habituation. C'est-à-dire que ton cheval, il va s'habituer aux pressions de jambes tout le temps et continue et il va répondre de moins en moins. Donc on a fait exactement l'inverse de ce qu'on aurait voulu faire, c'est-à-dire au lieu de lui apprendre à avancer quand on presse les jambes, on lui apprend à encaisser les coups de talon éventuellement, tu vois, sans réagir et être de plus en plus endormi. Et après, c'est difficile de reprocher à un cheval ça parce que, ouais, finalement, quand c'est expliqué comme ça, tu comprends bien que c'est toi qui as, par ton mauvais timing, a fait un mauvais apprentissage. Sans pouvoir dire: «C'est parce que ce cheval-là est sympa» ou «parce que ce cheval-là est pas sympa, il y a mis une intention, il y a pas mis une intention». Non, non. Le cheval a été neutre dans l'opération, c'est juste toi avec ton timing qui a amélioré ou dégradé les choses, quoi. Est-ce que tu as peut-être un exemple de cavalier avec, qui tu aurais travaillé, qui est déjà un cavalier de bon niveau, hem, que tu as à qui tu aurais demandé justement de mettre pied à terre et de repartir, on va dire, sur les bases, heu, d'équivalent savoir 1, savoir 2, savoir 3 de travail à pied et pour qui, une fois que cette séance a été faite, ce travail a été fait avec la monture, tu as vu une réelle progression au niveau, de l'équitation montée? Ouais, en fait, c'est plutôt l'inverse. J'ai pas encore vraiment vu de cavalier à qui ça n'apportait rien. Tu vois, tous les cavaliers qui redescendent à un moment pour observer un petit peu les choses, il y a toujours quelque chose un peu à en tirer. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui vont redescendre un petit peu et qui vont me dire: «Bon, ben, oui, mais c'est long, j'ai tendance à m'ennuyer un petit peu». Bon, OK, je suis plutôt compétitif et tout, mais à savoir qu'après, ben, souvent, ce qui fait évoluer, c'est les détails, donc de revenir un peu sur les bases, c'est hyper intéressant, tu vois? Pour les cavaliers qui ont un bon niveau. Ça arrive souvent que des cavaliers qui ont un bon niveau, ben, tu te rends compte que ce qui est demandé dans le travail à pied, ben, c'est des choses qu'ils maîtrisent déjà, tu vois? Donc ils ont l'habitude, enfin, qu'ils ont travaillé, sans avoir, eu à passer par des cours de travail à pied ou par, des cours dits d'éthologie, mais ou d'équitation éthologique, mais qui ont des chevaux qui sont très perméables et qui sont très bien éduqués déjà et avec qui la communication se passe très bien. Heu, c'est le cas de beaucoup de gens qui essayent un petit peu, parce qu'ils ont vu des vidéos sur Insta, tu vois? Qui essayent d'enlever un peu la selle, enfin qui essayent d'enlever le filet, de monter en licol, de remonter en cordelette et qui disent: «Bah, voilà, moi j'ai jamais fait un cours d'équitation éthologique, je monte en cordelette, ça se passe très bien et tout». Les méthodes d'apprentissage du cheval, enfin un cheval reste un cheval. Si tes méthodes d'apprentissage sont bonnes, il y a pas de raison qu'à un moment tu puisses pas enlever, et avoir du résultat. Mais, moi je m'éloigne un petit peu de ta question, mais je vois beaucoup de résultats aussi chez les gens qui sont pas trop en confiance ou sur les chevaux qui sont pas trop en confiance. Enfin, dans les gens qui n'ont pas trop confiance dans leurs chevaux et souvent c'est réciproque. Des fois c'est un peu plus le cheval, des fois c'est un peu plus le cavalier, mais souvent c'est les 2 qui n'ont pas confiance l'un en l'autre. Le fait de faire des exercices un peu comme ça où tu te dis: «Il y a pas trop d'enjeux parce qu'on est à pied, il peut rien nous arriver de grave et tout». Les chevaux se détendent, les gens se rendent compte que les chevaux sont détendus, donc les gens se détendent. Donc les chevaux se détendent encore plus, puis tu reprends les choses là à cheval et tout le monde est tu remets de la décontraction et ça se passe beaucoup mieux après à cheval. Hem, les bons cavaliers qui auraient voulu un petit peu griller des étapes, tu les fais revenir à pied, là, il y a 2 ou 3 leçons qui ont été passées un peu trop vite, tu vois? Vous avez voire des fois un ou 2 chapitres même qui ont été passés un peu trop vite. On va revenir sur des choses, plus essentielles. Ben, quelque part, que ce soit à pied ou à cheval, hein, c'est souvent ça la solution, de revenir sur les bases. Heu, mais voilà, à pied, tu peux l'aborder un peu différemment, faire sauter des chevaux en longe, faire aborder des profils d'obstacles un peu différents pour les chevaux qui se sont fait un peu peur ou pour des cavaliers qui se sont fait un peu peur, reprendre confiance dans leurs chevaux. Ça, c'est vraiment un apport, c'est un le gros apport, que j'ai en tête là, tout de suite, comme ça, qui me paraît le plus évident, ouais, ça pourrait être celui-là, ouais, ouais.
remettre là, de la confiance là où elle a été perdue parce qu'on a fait un peu trop vite. OK. Est-ce que reprendre, les bases aussi de ce côté travail à pied, hem et vraiment de l'écouter, de l'observer en étant à pied, non pas à cheval, ça peut permettre de corriger des erreurs? Tu peux corriger des erreurs, c'est, une bonne partie du travail aussi. Les chevaux ont une excellente mémoire, donc tout ce qui a été fait, ils vont le garder en mémoire. Après, tu peux réexpliquer les choses en repartant de la base pour remettre de la confiance et retravailler des choses qui ont peut-être été faites, souvent c'est ça, hein, les problèmes qu'on va retrouver avec les chevaux, c'est pas vraiment sur des chevaux qui n'ont pas d'expérience, c'est plus sur des chevaux qui ont eu des mauvaises expériences et les mauvaises expériences, c'est, on leur a pas laissé le temps de comprendre, on a voulu aller plus vite que la musique et on a fait les choses un peu en force. Et souvent, on se pose la question de comment on pourrait faire autrement et on fait appel à des gens qui vont avoir des méthodes dites plus douces. Quand ça s'est mal passé avec les chevaux et souvent ça s'est mal passé pourquoi? Parce qu'on a voulu griller les étapes. Donc on leur a expliqué plein de choses, négatives, notamment la première c'est, ben, tu es obligé de le faire, donc sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il allait avoir à y gagner s'il le faisait. Et puis la deuxième chose, c'est, ben, quand tu es obligé de le faire, ça va se passer vraiment très, très mal, ça va être vraiment hyper désagréable pour tout le monde, donc ça a fait monter du stress plus qu'autre chose chez les chevaux. Puis la dernière chose qu'on a fini par leur expliquer, c'est quand tu le fais pas et quand vraiment tu es très violent, bah, j'ai pas de solution pour te forcer plus que ça. Vu que j'ai utilisé toutes les solutions que j'avais, j'ai pas de solution pour te forcer plus que ça. Donc il va falloir retravailler sur ces 3 points-là, en fait. C'est-à-dire, les moments où on va vouloir faire de la rééducation, ça va être, après avoir eu une mauvaise expérience avec un cheval, c'est-à-dire souvent un exercice qu'un cheval n'avait pas compris et on a essayé d'utiliser un peu de force ou autre chose pour, essayer de lui faire comprendre. Donc ça soulève 3 problèmes. Ça veut dire que un, le cheval n'a pas eu l'occasion de comprendre ce qu'on attendait de lui. Mmh, pas eu de confort spécialement à faire l'exercice, mais déjà beaucoup d'inconfort à vouloir faire cet exercice qui était peut-être un peu, simplement prématuré, au moment où il a demandé. Pas de confort à le faire et puis surtout, ça se termine souvent mal parce que, ben, les gens, essayent de faire en force et expliquent sans le vouloir aux chevaux que, ben, si eux mettent encore plus de force, ils vont réussir à trouver une solution alternative. C'est l'exemple d'un cheval qui veut pas aller dans un vent, où on tape dessus, au bout d'un moment, quand le cheval se met debout, dans tous les sens et utilise de la force pour aller à côté du vent, ben, voilà, on se rend compte qu'on est dépassé par le truc. Voilà, donc là, on a fait un apprentissage, on lui a appris à se mettre debout, à être plus fort que les cavaliers pour échapper un peu à la contrainte. Donc le travail après, ça va être de remettre de la confiance, de lui laisser l'occasion de comprendre ce qu'on attend de lui. Mais les chevaux ont une excellente mémoire. Donc ça va être compliqué, tu peux pas refaire avec un cheval quand tu as utilisé des méthodes comme ça. Tu peux pas revenir, il y aura toujours, cette expérience-là, elle va toujours rester. Donc ce qu'on va faire en rééducation, en fait, après, ça va être de repartir de la base, remettre de la confiance, reprendre un petit peu les exercices point par point, c'est-à-dire un cheval qui a du mal à aller vers l'avant dans le vent, bah, est-ce qu'il va déjà correctement de l'avant, ailleurs que dans le vent? Est-ce que j'arrive à reprendre du contrôle des pieds, mobiliser les épaules, mobiliser les hanches? Peut-être utiliser une difficulté, intermédiaire, c'est-à-dire travailler sur une bâche, travailler à l'envoyer sur une barre dans un sens, dans l'autre sens, sur la bâche, à l'endroit, à l'envers, à redonner du confort quand il est sur la bâche. Hem, voilà, à redonner du confort simplement quand j'arrive à mobiliser correctement les épaules, mobiliser correctement les hanches. Voilà, après je vais essayer de réassocier tout ça et faire un maximum d'associations positives pour le cheval pour que, non seulement il ait l'occasion de comprendre ce que je lui demande quand je lui demande d'avancer vers un truc qui est un petit peu compliqué pour lui, mais qu'en plus, voilà, ce soit gagnant-gagnant et que lui, il ait un intérêt aussi à aller le faire et que ce soit plus facile à comprendre. Après, il faut savoir que les chevaux ont une excellente mémoire, donc les mauvaises expériences, elles vont toujours un peu rester et c'est plus difficile de faire une rééducation avec un cheval qui a eu une mauvaise expérience que de faire une éducation avec un cheval qui n'a jamais rien vécu de mauvais. Et puis pareil, sur des mauvaises manipulations, voilà, les mauvaises expériences, elles vont lui revenir beaucoup plus facilement, en mémoire que s'il en a jamais eu. Donc voilà, faut travailler dans le sens là, jouer sur la mémoire des chevaux et essayer de toujours leur apporter des solutions qui sont intéressantes pour lui, quoi, en fait. OK. Et donc est-ce que on peut dans le cas d'un cheval qui aurait eu une très mauvaise expérience,
même si on n'arrivera jamais à effacer complètement cette expérience de sa mémoire, parce que comme tu dis, ça revient toujours et ils l'ont toujours en mémoire, petit à petit, à force de travail, on peut au moins essayer d'atténuer et d'essayer de le diriger dans une solution qui est peut-être pas la meilleure solution, la solution qu'on aurait aimé avoir si on partait avec un poulain, mais qui est tout à fait acceptable dans le cas d'un cheval qui aurait eu une expérience traumatisante. Ah oui, oui, après ça dépend des mauvaises expériences. Quand c'est une légère mauvaise expérience et que, pour l'exemple du vent, par exemple, il y a plein de chevaux qui ont eu des mauvaises expériences sur le vent et puis, force de reproduire des bonnes expériences qui finissent par être très faciles sur l'embarquement, voilà. Après, ce qu'il faut aussi, c'est que les cavaliers se remettent en question et qu'ils espèrent pas avoir un autre résultat en appliquant les mêmes principes. Donc, quand les cavaliers envoient des chevaux en rééducation et pour retravailler sur un point précis, si eux-mêmes ne participent pas au moins à l'arrivée, au processus, il y a de fortes chances que l'ancien comportement revienne. Oui, parce que c'est de l'équitation éthologique. Certes, il y a la monture qui est impactée, mais il y a aussi le cavalier et c'est ensemble qu'ils doivent trouver les bonnes solutions, Ouais, ouais, pour exactement. corriger les problèmes. Oui. OK. Hem et si maintenant, je te dis: «Bah, voilà Nicolas, je viens d'acquérir une monture», ce n'est pas le cas, mais j'adorerais. Je veux apprendre à connaître, ce cheval. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme type d'exercice? Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil pour commencer à travailler tout doucement, avec le cheval, apprendre à le connaître, reprendre les bonnes bases ou mettre des choses en place? Est-ce qu'il y a des exercices simples que je peux faire, toute seule, chez moi ou Alors il y a des principes de base qui sont, que j'applique depuis que je suis petit. C'est-à-dire qu'un jeune cavalier, un vieux cheval, un jeune cheval, un vieux cavalier, bon, pas forcément dans l'âge, mais dans l'expérience. Donc, hem, si tu viens à réfléchir à acheter ton premier cheval, bah, c'est bien d'en parler avant de le faire. La première des choses, ce serait déjà bien clairement définir tes objectifs, tu vois? Que ce soit adapté après, te dire: «Voilà, j'ai un gros niveau, j'ai un petit niveau, je suis capable de m'en sortir seul, j'aurais besoin d'être encadré, je vais plutôt prendre un cheval, jeune et puis faire tout le processus avec lui ou je vais plutôt prendre un cheval qui a un peu d'expérience parce que moi j'en ai pas beaucoup». Donc c'est important que tout ça se soit bien établi à la base. Après, hem, à partir du moment où, les objectifs sont définis, où tu as trouvé un cheval qui te correspond, les exercices que tu peux faire avec, pour te mettre avec, ça va suivre le programme du savoir, en fait. C'est-à-dire commencer que ce soit un cheval qui ait déjà une éducation avancée ou pas, voilà, commencer par ton travail à pied, tout ce qui est exercice de manipulation, de confiance, d'abord de ton cheval à pied, puis les exercices de contrôle des pieds, mobiliser les épaules, mobiliser les hanches. Tout ça, c'est bien décrit dans les méthodes. Tu peux trouver ça sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites maintenant où on explique où il y a des tutos comme ça, où on explique bien, les différents exercices qui sont à faire et les, voilà, les points sur lesquels il faut insister pour que ce soit bien clair et pour le cheval et pour le cavalier. Et puis après, on passe aux mêmes exercices qu'est le programme du savoir 3. Tu vas passer sur tes mêmes exercices, en travail monté. C'est-à-dire mobiliser épaules, hanches, voilà, vérifier qu'on a tous ces points de confiance et de contrôle avec son cheval pour pouvoir continuer à évoluer. Et puis après, l'idée, c'est de te faire plaisir et de trouver les exercices, de trouver «votre voie» entre guillemets et vers quoi vous allez vouloir aller. C'est-à-dire peut-être plus faire du dressage ou plus faire du travail à pied ou plus faire de l'obstacle, voilà et bah, continuer à suivre la méthode, que ce soit la méthode des savoirs ou des galops, mais voilà, évoluer, de manière construite. Faut que ce soit étape par étape, quoi, voilà. et en termes de matériel, de quoi est-ce que j'aurais besoin, pour, commencer le travail à pied? Quel est le matériel que tu conseilles? Ouais, alors le matériel, ce qui est vraiment important, c'est la manière dont on s'en sert. Mais, voilà, matériel éthologique, ça va être le licol éthologique. Donc un licol en corde qui va être un petit peu plus fin, un peu plus précis, avec des points de pression, qu'on a tendance à considérer comme plus gentil parce qu'il est plus léger, mais qui est plus précis parce que la corde est plus fine et qu'il y a des points de pression qui sont aussi un petit peu plus précis.
Une longe, les longes qui sont utilisées en équitation éthologique, elles font 3,70 m. C'est la longueur standard. C'est ce qui te permet d'envoyer déjà un petit peu ton cheval sur une distance un tout petit peu plus grande que les longes classiques qu'on a pour tenir, qui sont vendues en général avec les licoles plats. Donc 3,70 m. Après, on a la longe de 7 mètres pour tout ce qui est communication à distance. Commencer à travailler un petit peu plus à distance et puis sur les envoyer sur les cercles et tout ça. Il y a le stick étau aussi. Donc le carotte stick, c'est un stick qui fait 1,20 m. Attention, hein, c'est tiré du matériel de cow-boy, donc souvent, les filles me disent: «Ah mais il est vachement lourd ce stick» et puis pour peu que la corde ait traîné un petit peu dans la boue, tu te retrouves avec quelque chose qui est un petit peu lourd, donc un stick d'1 m, ça va aussi, tu vois? 1 m ou 1,20 m avec la cordelette, mais les vrais carottes sticks sont rigides pour avoir de la précision quand tu vas vouloir diriger ta cordelette ou ton stick vers ton cheval. Pas prendre une chambrière ou quelque chose d'un petit peu souple. Sachant que le but du carotte stick, c'est de pouvoir communiquer à distance avec son cheval. Donc c'est pas un outil qu'on va utiliser c'est pas dans le but d'aller toucher le cheval ou vraiment d'aller toucher ton cheval pour lui faire mal à un endroit précis ou quoi. Et l'intérêt principal, c'est de pouvoir mettre ton stick horizontal et puis du coup, ben, ça peut faire un peu traducteur, en fait. Un des intérêts du carotte stick, c'est de pouvoir servir de traducteur entre toi et ton cheval. Sachant que nous, on est verticaux, debout sur 2 pieds, que les chevaux sont horizontaux sur leurs 4 pieds. Donc des fois, dans notre langage non verbal, on n'est pas hyper clair. Quand tu mets ton carotte stick à l'horizontale, bah, déjà, tu as une lecture un petit peu différente, de tes indications qui peut être, un peu plus simple pour les chevaux, quoi. Et puis la précision de où on va pouvoir diriger le truc. C'est aussi plus simple pour les gens, voilà, de se dire, je m'adresse aux épaules, je m'adresse aux hanches à distance parce qu'ils ont le carotte stick qui leur permet de faire ça. Donc si déjà vous prenez le vrai matériel, autant prendre un carotte stick d'1 m ou d'1,20 m, c'est bien. Et on voit beaucoup en ce moment aussi, des personnes qui montent en cordelette. Est-ce que c'est une pratique qui vient de l'équitation éthologique? Est-ce que c'est une déviation? Ou est-ce que ça vient justement avec la pratique et la finesse qu'on développe sur le savoir 5, de pouvoir, monter en cordelette sans faire mal au cheval pour pas le gêner, Ouais, alors, bon, l'intérêt pour moi de monter en cordelette, c'est de vérifier un petit peu ta communication avec ton cheval, vérifier que tous tes points de communication fonctionnent bien, que tu as pas besoin d'aller jusqu'à utiliser systématiquement les rênes. Donc la cordelette, voilà, j'enlève, je vérifie si, mon assiette, elle est assez claire pour pouvoir expliquer tout ce que j'ai envie d'expliquer à mon cheval. Si ça suffit pas, si je dois utiliser encore un petit peu, mes jambes et si ça suffit toujours pas, est-ce que je dois utiliser encore un petit peu ma main? De me dire à un moment donné, est-ce que je vais pas simplement tout le temps utiliser mes rênes pour demander des trucs et puis, que mon langage corporel est pas très clair, mon assiette est pas très claire et j'ai tendance à tricher un petit peu, à cacher la misère en mettant la main. Donc pour moi, c'est ça l'intérêt de monter en cordelette. Après, ce que tu disais, c'est que des fois, on veut monter en cordelette pour être un peu plus gentil. Heu, on va être moins précis avec la cordelette, c'est sûr, hein, que s'ils avaient quelque chose dans la bouche ou, on va pouvoir demander quelque chose. Mais, pas forcément plus gentil parce que les gens qui se retrouvent à monter en cordelette pour tirer dessus finalement, parce qu'ils ont pas de contrôle et qu'ils ont zappé 1 ou 2 chapitres, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément gentil. On vient appuyer très fort sur la trachée, c'est pas, voilà. Si c'est pour monter avec la cordelette, avec du contact comme on monterait autrement, pour moi la cordelette, elle a pas spécialement d'intérêt, quoi. oui, parce qu'on est plus sur, on appuie sur la trachée qu'autre chose, en fait, donc on fait peut-être même plus mal au cheval. Et puis, alors vraiment tester son assiette en cordelette, je trouve ça intéressant. Maintenant, ne pas faire les étapes avant, monter en cordelette, pour la vidéo et puis se faire trimballer dès qu'on a arrêté de filmer et être obligé de retirer dessus dans tous les sens. Là, c'est vraiment pour le côté un peu frime, au contraire, je trouve ça un peu les gens qui montent en cordelette dans ce sens-là, ça, c'est vraiment pas très intéressant, quoi. Ouais. Comment tu travailles, toi, avec tes propres chevaux? Prenons par exemple, Capou. Alors je sais pas quel âge il avait quand tu l'as eu. Hem, Quand c'est des chevaux qui sont très jeunes, je suppose du coup que tu les travailles avec, les bases de l'équitation éthologique dès le début. Si maintenant c'est un cheval qui est un peu plus âgé, est-ce que tu reprends tout? Est-ce que ça dépend du cheval? Comment, avec tes propres chevaux, tu travailles sur ce côté, équitation éthologique? Et qu'est-ce que, hem, tu t'amuses entre guillemets à faire? J'ai vu une petite vidéo, cette semaine,
sur les réseaux où on te voit dans le fond, où tu es Avec Lulu, ouais. avec Lulu debout presque sur son dos. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? Comment est-ce que toi tu travailles avec, voilà, tes propres chevaux et Je vais m'adapter, tu vois? Et puis les éléments extérieurs, c'est souvent ça qui vont me donner un peu qui vont me donner le rythme, en fait. Tu vois? Il fait beau, ils sont bien au pré, bon, ben, voilà, on va reprendre le travail à l'automne. Là, j'ai un peu de temps, c'est le bon moment, tu vois? Toutes les planètes sont alignées, on va rentrer sur elle, on va le mettre un petit peu en route et tout. Heu, donc ouais, j'aime bien suivre un peu le fil du temps, tu vois? Et puis écouter un peu les chevaux, voir ce qu'ils disent. Quand les gens me ramènent des chevaux, je rentre des chevaux à 3 ou à 4 ans pour les débourrages. Pré-débourrage, 3 ans, pour certains, ça paraît un petit peu tôt, mais on va pas leur demander non plus du sport de compète où, je vais pas passer 1 heure dessus, que ce soit dans des allures lentes ou dans des allures vives, mais je vais pas leur mettre des grosses séances à chaque fois. Et j'aime bien mettre des petites séances régulières comme ça, je trouve ça toujours sympa. Tu gardes un peu un rythme et tout. C'est plus pour moi que pour les chevaux. Quand tu fais ça assez régulièrement, c'est sympa, tu gardes ton rythme. Ça m'est arrivé des fois de faire un peu des coupures parce que tu rentres un cheval, après il y a quelque chose qui fait qu'il doit retourner au pré, puis il revient, puis tu repasses 3 jours à pas faire. J'ai l'impression à chaque fois de pas avancer parce que moi-même je suis moins à l'aise avec le cheval, genre: «Attends, on va refaire les exercices qu'on a fait la semaine dernière» et puis du coup tu redoubles tes exercices à chaque fois et alors que les jeunes chevaux, je trouve ça sympa, j'aime bien toujours leur mettre un les jeunes chevaux sont hyper curieux, j'aime bien jouer là-dessus. Tu vois? Toujours avoir un petit challenge à leur proposer quand même, mais en même temps qui soit accessible, ça améliore vachement leur confiance en eux, OK. tu vois? Faire un petit truc, souvent quand je fais un débourrage, tu vois? Je me retrouve un peu au milieu de débourrage avec, qu'est-ce que je pourrais trouver un peu comme défi? Alors, suffit qu'il y ait une grande flaque au fond de la carrière où le gars allait passer, tu te dis: «OK, allez, aujourd'hui on va faire ça» et bah, la flaque au fond de la carrière, c'est hyper concret et je l'ai fait une paire de fois avec les jeunes chevaux, ils sont là: «Oh, qu'est-ce que tu me demandes? Ouh là là, ouh là là». Alors si jamais tu y es pas, tu recheckes un petit peu tes exercices préparatifs. Je reprends un peu de contrôle d'épaule, je reprends un peu de contrôle de hanche, à distance, on va remobiliser tout ça, machin, je te repropose, ça va pas, on recommence et puis, voilà, la bonne solution, c'est de passer dans la flaque. OK, je passe dans la flaque et souvent je le fais deux trois jours de suite. Puis le troisième jour, tu as un petit peu de mal à les empêcher d'aller dans la flaque, tu sais? Ils sont là: «La flaque, bonne solution, la flaque, bonne solution». Ouais, ouais et puis en plus, il y a le côté ludique, pour peu qu'il fasse un peu chaud, tu vois? Ils sont contents d'aller, dans la flotte et tout et puis, ben, je pense que c'est un truc qui est contagieux. Moi, ça me fait plaisir après quand ils font un peu des bêtises comme ça, d'aller dans l'eau et tout. Et puis comme ils Ouais, ressentent pas mal les émotions, forcément eux, ça les aide. ouais, tu dégages un peu de joie, eux, ils sont accros à ça. Dès qu'il y a quelqu'un qui dégage, bah, c'est hyper primaire, en fait. On dit que les chevaux, ils ressentent tout et tout, mais quand tu es bien, quand tu dégages un peu de joie ou de, c'est que forcément tu es en sécurité, tu vois? Oui, C'est que tu es pas, ouais, en satisfaction, ouais, quoi. donc Tu ouais, es là. ouais, les gens ou les êtres qui se sentent bien, trop bien, on va aller se coller à eux parce que là, on est en sécurité et que voilà, ça va être C'est là contagieux comme ça. Ouais, ouais, du ouais, troupeau, en fait. ouais. C'est ce qui ça, c'est pas la partie la plus romantique du truc d'expliquer ça comme ça, mais ouais, s'il y a une vraie raison qui font qu'ils sont vraiment accros à ce truc-là. Après, dans la vie de tous les jours, c'est trop agréable quand tu as un cheval où tu te sens bien, qui se sent bien avec toi et où du coup c'est contagieux, ça va crescendo et tout. Tu prends du plaisir, lui il en prend aussi, Et maintenant, pour les personnes qui nous écoutent, si, les cavaliers souhaitent approfondir leur approche de l'équitation éthologique, est-ce qu'il y a peut-être des livres que tu conseillerais ou bien des stages? Peut-être qu'on peut faire des stages avec toi. Qu'est-ce que tu conseillerais pour le côté théorique et le côté pratique pour avancer dans cette aventure, équitation éthologique, que ce soit avec son propre cheval ou bien en club? Alors, on trouve facilement maintenant, de plus en plus de gens qui sont formés, à l'encadrement de l'équitation éthologique, notamment sur, le site de la fédération, où sont répertoriées, les écuries qui proposent de l'équitation éthologique, avec des enseignants, certifiés. On voit passer aussi beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui sont certifiés ou qui enseignent. Ce qu'on peut trouver déjà chez soi, c'est, ben, pas mal de tutos sur YouTube. Il y a toutes les vidéos d'Andy Booth, il met beaucoup de vidéos en ligne, alors il a son site et sa méthode et ses formations, aussi bien en présentiel qu'à distance,
qui sont disponibles en ligne et qui sont payantes, mais il a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont gratuites et qui sont très intéressantes à regarder et qui donnent de bonnes bases. Alors, il y a le site de la Sens avec le livre de la méthode de la Sens qui est très, très clair, qui a un gros bouquin, mais qui est très clair et qui est très bien fait, où la méthode est vraiment très bien développée. On peut vraiment, suivre la méthode, d'après le bouquin. En plus, quand vous prenez le bouquin directement à la Sens, il y a des tutos aussi sur le site de la Sens où on voit comment les exercices sont faits, où les tutos, ils sont assez sympas. Là, nous, ce qu'on a mis en place, avec Esther, du coup, depuis la rentrée, c'est des cours d'équitation éthologique, sur place à l'école d'équitation Esther Sechpin à Metz. Donc là, il y a les mercredis et les samedis. On a 2 groupes de travail à pied. On a mis en place des stages aussi, des stages à la journée qui sont ouverts aux cavaliers de l'école, mais pas seulement, qui sont aussi ouverts aux cavaliers de l'extérieur, qui peuvent venir sur place à la journée, avec des chevaux d'école ou venir, avec leurs propres chevaux pour un stage à la journée avec moi. Les examens des savoirs éthos qu'on va mettre en place en parallèle des examens des galops, qui sont passés aussi, où il y a plusieurs il y a plusieurs sessions d'examen, dans l'année. Il va y avoir une date d'examen là qui va être, proposée bientôt. Là, ce qu'on va proposer aussi, c'est un petit challenge, en présentiel ou en ligne. Ce sera un challenge, sur une petite vidéo qui est assez courte, qui va reprendre des exercices d'équifile et d'équitation éthologique. Donc on va vous proposer un peu ce défi-là de présenter vos chevaux sur les exercices, avec différents niveaux et différentes difficultés, soit en licol ou en liberté. Du coup, pour les cavaliers, qu'ils soient à l'école d'équitation Esther Sechpin ou bien extérieurs, ils peuvent participer aux stages qui sont faits tout au long de l'année. Oui. Il y a les examens qui sont aussi proposés pour les personnes peut-être qui sont plus au club ou bien aussi pour les externes? Les examens, ce sera ouvert aux extérieurs aussi, ouais. Ouais. OK, donc stage et examen possible pour, les étudiants, heu, de l'école, d'équitation Esther Sechpin ou bien les externes avec leurs propres chevaux ou bien des chevaux de l'école. Ouais. Le petit challenge qui sera proposé donc pour la fin d'année. À travailler avant où je vais bientôt sortir la liste des exercices qu'il y a à faire, enfin le parcours à suivre, le petit enchaînement qu'il y aura à faire et comme ça vous aurez l'occasion de le travailler, entre maintenant et Noël et faire votre plus belle vidéo au moment où l'enchaînement sera le mieux ou le mieux réalisé pour participer au défi, quoi. Bon, bah, voilà. Avis à tous les cavaliers, de l'école, d'équitation Esther Sechpin. Nouveau défi qui va bientôt sortir. Donc on compte sur vous pour participer et puis, faire votre plus belle vidéo. Je vais essayer de tenter, on verra bien. Merci beaucoup Nicolas pour cet échange aujourd'hui. Ben, merci à toi. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez en savoir plus, sur le travail de Nicolas et le contacter concernant les éventuels stages, qui pourraient vous intéresser, vous retrouverez dans la description de l'épisode, le lien vers le site, de l'école d'équitation Esther Sechpin et vers, les réseaux de Nicolas pour lui poser directement vos questions si ça vous intéresse. Et donc voilà, n'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez travailler, sur ce côté équitation éthologique, que ce soit avec votre cheval ou bien avec, les chevaux du club pour ceux qui sont, à l'école d'équitation Esther Sechpin. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre deux obstacles. J'espère qu'il vous a plu. Pour réagir, poser vos questions ou simplement échanger, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom Entre deux obstacles. Le podcast revient rapidement avec de nouvelles voix, de nouvelles histoires et toujours cette même passion pour les chevaux. À très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos chevaux.